sont les organes qui permettent de conduire tous les toxiques, tous les déchets vers les portes de sortie, vers l'extérieur. Donc on a étudié principalement le côlon jusqu'à présent, donc le système intestinal. On s'est intéressé au foie, le foie mais qui n'est pas un émonctoire de première ligne, puisqu'il n'a pas de sortie directe vers l'extérieur, mais qu'il est obligé d'éliminer soit dans le sang, soit dans les intestins, les déchets. Et donc, voilà, les déchets qui ont été éliminés dans l'intestin, on a vu ce qu'il en advenait, puisqu'on a étudié l'émonctoire côlon. Et maintenant, on va s'intéresser au système urinaire dont va dépendre cet émonctoire foie, puisque toutes les toxines, tous les toxiques que le foie a éliminés dans le sang vont devoir être véhiculés hors de l'organisme par les urines et par le système rénal. Donc le système urinaire et le rein constituent un émonctoire majeur, un des 4 grands émonctoires. Et la vocation principale de ces reins, c'est d'éliminer de l'eau, d'éliminer des acides et d'éliminer des sels. Ça, ce sont les 3 grandes substances, c'est-à-dire tout ce qui est hydrosoluble en fait. Si je prends de la vitamine C en excès dans mes compléments alimentaires, si je prends du magnésium en excès dans mes compléments alimentaires, ils vont être tout simplement urinés et éliminés par les reins. Voilà. Donc ce système rénal va éliminer tout ce qui est hydrosoluble et toutes les toxines qui sont solubles dans l'eau. Quels sont les autres émonctoires qui vont éliminer des substances semblables? C'est principalement la peau. La peau, par la transpiration, va éliminer des substances qui sont semblables à celles de l'urine. On pourrait dire que la composition de l'urine et la composition de la transpiration sont vraiment très proches, sont vraiment à une concentration différente bien sûr, mais sont relativement proches. Et quand les reins sont bloqués, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la transpiration va sentir l'urine, la transpiration va être acide, va être piquante, va être odorante, et va sentir un petit peu l'urine. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir et comprendre. Donc, si nous sommes en insuffisance rénale, nous allons obligatoirement solliciter la peau comme suppléant pour venir en secours et éliminer les acides que les reins ne peuvent plus éliminer. D'ailleurs, vous allez voir que dans certains cas, au début de la ménopause, quand je vais dire les menstruations n'éliminent plus les acides, la transpiration peut sentir un peu l'urine, peut sentir un peu plus fort, parce que elle va venir en support de ce fameux système rénal. Que dire d'autre? Éliminant de l'eau tout d'abord, les reins vont participer au volume de liquide dans l'organisme. Donc chaque fois que je vais souffrir d'hypertension artérielle, ça veut dire qu'il y a un peu trop de liquide dans les tuyauteries. Il y a un peu trop de liquide en circulation et donc ça provoque une augmentation de la tension. On parle d'hypertension artérielle et donc il y a un lien entre les deux. Si vous connaissez un petit peu le chauffage de la maison, vous savez, si vous avez un chauffage central au gaz ou à mazout, qu'il y a de l'eau qui circule dans les radiateurs et donc vous avez une petite vanne pour rajouter de l'eau dans les circuits, par exemple quand vous avez purgé, ou après l'été quand vous remettez le système en circulation. Et donc si vous avez une pression minimale et maximale, un petit peu comme la tension artérielle, et quand vous rajoutez de l'eau, évidemment, vous avez la pression dans les tuyauteries qui va augmenter. C'est un petit peu ce que les reins font. Donc, quand on est en hypotension, les reins vont arrêter de sécréter, enfin de fabriquer de l'urine et d'éliminer de l'eau pour augmenter le volume de liquide dans les tuyauteries et faire remonter la tension artérielle.
Et c'est un système qui est presque autorégulé, c'est presque mécanique. Imaginez un petit peu maintenant le percolateur. Ben, vous avez mis beaucoup d'eau chaude dans le filtre à café et vous avez le café qui coule de façon importante, assez intense. Et puis quand il y a presque plus d'eau dans le filtre, ça coule goutte à goutte. Donc plus vous avez de pression, c'est-à-dire la pression c'est le poids de l'eau chaude que vous avez dans le filtre, ben, plus vous éliminez de l'eau et moins vous avez de pression, c'est-à-dire que quand il y a presque plus d'eau dans le filtre, il y a presque plus de poids, il y a presque plus de pression, et donc ça coule goutte à goutte. Ben, le rein, il fonctionne un petit peu comme ça. Je suis en hypertension, j'urine. Pourquoi? Ben, parce que cette hypertension pousse l'eau au niveau du rein, vous avez la circulation qui pousse, et c'est comme un filtre mécanique, vous avez les liquides qui vont obligatoirement s'écouler dans le bassinet et remplir la vessie. Voilà. Et puis quand on est en hypotension, parce qu'on a transpiré beaucoup, on a trop chaud, parce qu'on n'a pas pu boire, on était en déplacement, etc., on n'a pas pu s'hydrater correctement, ben, la vessie ne se remplit plus et cette filtration rénale s'arrête un petit peu. Donc vous voyez, c'est un système d'autorégulation un petit peu mécanique. Après, ce qui va être beaucoup plus actif, c'est l'élimination des déchets. C'est ce qui va colorer les urines. Donc, c'est l'élimination des acides, c'est l'élimination des sels, etc. Donc, on se rend compte également que quand on a sécrété des acides, par exemple en faisant du sport, en faisant une activité physique assez importante, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour neutraliser les acides, le corps va utiliser les minéraux. Et un acide plus les minéraux que le corps utilise, ça va fabriquer des sels. Et ces sels vont être éliminés par les reins, donc c'est un surcroît de travail pour les reins. Et quand le rein a du mal à éliminer ces sels, ils peuvent se déposer ou stagner dans le réservoir qu'on appelle le bassinet. Donc je vais peut-être vous le montrer, hein. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc voilà, là je devrais avoir démarré le partage. Peut-être que vous voyez mon curseur. Donc ici, la partie beige au centre du rein s'appelle le bassinet et c'est un bassin de récolte des urines. Les urines qui vont s'écouler par l'urtère jusque dans la vessie ici. Et puis la vessie va évacuer l'urine par l'urètre jusqu'au méa urinaire. Quand on a un problème de cystite, ben, les germes vont d'abord toucher le méa urinaire et au début, ben, ça va piquer et être douloureux au niveau des voies urinaires externes ou superficielles. Et puis on peut avoir une infection qui va remonter tout le long de l'urètre. On parle de cystite quand les microbes et les germes sont fixés sur la paroi de la vessie. Et puis après, les germes peuvent remonter par l'urtère jusqu'au rein. Et là, on va parler de pyélonéphrite. Et puis, si vous vous souvenez, la fois passée, quand on a décrit le foie, on a dit que le foie pouvait se régénérer. Ben, le rein, il va se régénérer beaucoup moins que le foie. Et donc, quand on a une fameuse pyélonéphrite et une infection qui touche le rein, ben c'est assez sévère parce que c'est plus difficilement réversible, c'est plus difficile de régénérer le rein. Et donc, on va avoir des défauts de filtration et on va avoir un passage de protéines, voire même de sang parfois, dans les urines. Albumine, la fameuse albumine dans les urines, qui est un signe de déficit de la filtration rénale. Et donc j'en reviens donc à mes fameux sels. Quand les sels s'accumulent ici dans le bassinet, ben, ils peuvent s'agglomérer, former une espèce de gros sels, des gros cristaux et puis des cailloux, des petites pierres et puis des plus grosses pierres, etc. Et quand ces cristaux, ces pierres, ces cailloux vont migrer dans l'urtère, ben, ça va provoquer des très violentes douleurs. C'est ce qu'on va appeler la lithiase, les pierres au rein, la fameuse colique néphrétique. Alors pour terminer par la description, ben, nous avons au niveau du rein des tas de petites unités de filtration que nous appelons les néphrons. Et donc nous voyons que le système circulatoire est dessiné chaque fois avec le rein. Pourquoi? Parce que le rein est une usine qui filtre le sang et donc il est
indissociablement liées à ce système circulatoire. C'est-à-dire que si on a un ralentissement circulatoire pour une raison X ou Y, on va avoir obligatoirement un ralentissement de la filtration au niveau du rein et un trouble d'élimination des déchets également. Donc on a le sang qui arrive dans le rein, qui va être filtré par le néphron, et donc l'urine fabriquée, cette eau en excès, avec les sels et les acides, vont être stockés dans le bacille, vont s'écouler au niveau de la vessie. Et ces fameux néphrons, quand ils sont surmenés par une accumulation de déchets, par exemple, dans l'organisme, peuvent s'enflammer. Ils vont s'enflammer pour deux raisons, soit un excès de sollicitation. Par exemple, j'ai un rein qui est déficient et l'autre rein qui doit travailler 2 fois plus, mais on peut avoir une inflammation de ce rein qui est sursollicité, surmené, et on parlera de néphrite, puisque le néphron est l'unité de filtration du rein. On parlera d'inflammation du néphron, et donc on parlera de néphrite. Hein? Je l'ai déjà évoqué avec vous. Le suffixe -ite évoque une inflammation de l'organe. Donc, on parlera de cystite, une inflammation du système urinaire. Dans ce cas-ci, ça peut être aussi une inflammation qui va toucher la vésicule biliaire. Hein. On peut avoir des cholécystites également. On parlera de rhinite quand c'est le système respiratoire supérieur, le nez, de sinusite, etc. Et au niveau du rein, on parlera de cystite, de néphrite, de pyélonéphrite. Voilà un petit peu les différentes atteintes que l'on peut avoir au niveau de ce système urinaire. Alors, donc, ce rein qui fabrique l'urine est principalement un émonctoire, c'est-à-dire une usine de filtration du sang qui permet d'éliminer tous les déchets qui sont hydrosolubles et qui fondent dans l'eau, comme le sel, bien sûr. Hein. Le sel fond dans l'eau et pas dans l'huile végétale. Donc, quand vous préparez une vinaigrette, vous mettez les sels dans le vinaigre et pas dans l'huile, bien sûr. Donc, le rein va éliminer tous les sels, les acides et l'eau. On a vu que la capacité dépurative du sang va dépendre de la pression sanguine. Voilà. Et la pression sanguine va augmenter avec l'effort physique. Donc nous allons voir que quand on a une insuffisance d'élimination d'eau dans l'organisme, par exemple de l'eau qui va se stocker dans les tissus, les chevilles qui gonflent, de la cellulite, de l'eau qui s'accumule dans le visage, autour des yeux, des poches, etc. La marche va permettre d'augmenter la pression sanguine parce que la marche va permettre d'augmenter le rythme cardiaque et la respiration. Ça va mettre le sang en mouvement et cette mise en mouvement sanguine va permettre d'améliorer la filtration rénale et donc l'élimination de l'eau. Alors en médecine naturelle, comment identifie-t-on les terrains qui ont une insuffisance rénale? Principalement, c'est au niveau des yeux. Un manque un teint gris au niveau des paupières principalement. Les yeux qui sont soit enfoncés dans leurs orbites, soit au contraire qui sortent de l'orbite, avec généralement de la rétention d'eau au niveau des paupières, donc des poches sous les yeux, voire des cernes également. Ça, c'est un signe indicateur d'une insuffisance rénale. Et puis un autre signe indicatif de cette insuffisance rénale va être soit un manque de liquide éliminé, donc des urines trop peu abondantes, des urines qui sont trop claires, des urines qui n'ont pas d'odeur le matin.
Ça, ce sont les grands signes que la filtration rénale ne se fait pas bien. On pourrait rajouter de la rétention d'eau dans les tissus, la cheville bien sûr, mais également au niveau des hanches, etc. par exemple. Au niveau du bras, bien sûr. Alors, en cas d'insuffisance de la filtration rénale, qu'est-ce que nous allons faire au niveau alimentaire? Ben, tout d'abord, on va soulager cette filtration rénale. Alors, comment allons-nous soulager cette filtration rénale? Tout d'abord, en diminuant deux choses, les acides et les sels, bien sûr. Donc, il faut éviter de manger trop salé. Et puis, dans notre langage courant, on confond, en utilisant le même mot, on confond tous les sels. Donc, vous avez des tas de sels. Le chlorure de magnésium est un sel, le chlorure de sodium également. Et évidemment, ils n'ont pas la même valeur au niveau de l'organisme. Donc, on va souvent appeler sel de table un sel qui est une abomination, qui est le sel chimique, le sel iodé. Voilà, je vous en supplie, bannissez de votre maison ces sels artificiels. Ce chlorure de sodium avec de l'iode, c'est une abomination pour la santé. Il ne faut utiliser à la maison que de l'eau de mer et de l'eau de mer déshydratée, c'est-à-dire que des sels marins totaux, du gros sel pour saler l'eau de cuisson, des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc. Et le sel de mer fin pour saler les aliments. Vous savez que dans l'eau de mer, je l'ai peut-être déjà évoqué avec vous, dans l'eau de mer, je vais peut-être reprendre parce que ça n'a pas d'intérêt majeur, hein. Voilà, je vais reprendre la caméra. Donc dans l'eau de mer, vous avez ce que l'on appelle les 90 éléments principaux du tableau de Mendeleïev. Vous savez que dans l'eau de mer, on a de l'or, on a de l'argent, on a du cuivre, du manganèse. Quand on prend ce que l'on appelle du sel marin, on prend tous les nutriments, tous les oligo-éléments nécessaires à la vie. Et ce que nous avons observé, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, ce sont des observations que nous avons faites grâce à des prescripteurs, des médecins qui travaillent avec nous et qui ont prescrit de l'eau de mer en ampoule pour certains patients. Quand on donnait à des personnes qui faisaient de l'hypertension 2 ampoules de 10 millilitres d'eau de mer pure par jour, une eau de mer qui a été purifiée, filtrée, qui ne présente pas de bactéries, etc., les patients montraient une diminution de la tension artérielle. Donc, vous voyez, ce n'est pas le sel en lui-même, ce ne sont pas les sels en eux-mêmes qui font augmenter la tension, c'est le déséquilibre des sels. Donc en fait, ce qu'il faut à l'organisme, c'est de ne pas déséquilibrer cette trame minérale, de ne surtout pas déséquilibrer les rapports entre le potassium et le phosphore, entre le calcium et le magnésium, entre le sélénium, le zinc, etc. Donc vous avez toute une matrice minérale dans l'organisme dont le facteur principal est l'équilibre. Et quand vous apportez des minéraux qui sont déséquilibrés, quand vous déséquilibrez cette trame minérale, ben vous vous retrouvez avec des problèmes de santé comme de l'hypertension artérielle, comme des déficits de la filtration rénale, etc. Et en fait, donc je vous ai dit, l'eau de mer est formidable parce que elle contient tous les éléments qui sont nécessaires à l'organisme. Mais ce qui est incroyable, c'est que la première cellule vivante, elle est née dans le milieu marin. Il a fallu des millions d'années avant que la vie ne sorte de la mer. Et donc, toutes les cellules vivantes ont gardé en mémoire ce milieu originel dans lequel elles baignaient, dans lequel elles vivaient, dans lequel elles se nourrissaient, ce milieu marin. Et les liquides organiques dans lesquels nos cellules baignent, puisque nous sommes composés à 70% d'eau, ces liquides organiques reconstituent un petit peu, grosso modo, cette matière minérale originale de l'eau de mer. Et donc, si on prend le sang et qu'on filtre le sang de toute la matière organique, c'est-à-dire vous filtrez les sucres, vous filtrez les acides gras essentiels, les acides aminés, vous filtrez toute la matière organique, les globules blancs, les globules rouges, etc. Il vous reste de l'eau et des sels. Si vous prenez l'eau de mer et que vous la filtrez,
de tout ce qui est phytoplancton, des algues unicellulaires, organiques rejetées par les poissons, par les algues, etc. Vous filtrez l'eau de mer de sa matière organique, vous avez également de l'eau et des sels. Eh bien, ces deux produits ont une composition minérale semblable en termes d'équilibre. La concentration est différente. Il y a à peu près 9 grammes de sel pour 1 litre de sang. Il y a 33 grammes de sel pour 1 litre d'eau de mer. Mais si on ramène les deux produits à la même concentration, en rajoutant par exemple de l'eau de source dans l'eau de mer, ben vous avez la même trame en minéraux. Donc, vous voyez l'importance, comprenez bien ça, de consommer du sel marin et de ne pas consommer ce que l'on appelle sel, et qui est en fait un produit chimique qui n'a rien à voir avec les sels dont nous avons besoin. Le deuxième point qui est important, c'est que si je produis des acides par le stress, si je produis des acides par une alimentation industrielle déséquilibrée, une alimentation acidifiante, je vais avoir besoin de consommer mes minéraux pour neutraliser ces sels et je vais former, en combinant ces acides et les minéraux, des sels qui vont se déposer dans l'organisme et qui vont obliger le rein à travailler beaucoup plus, qui peuvent bloquer les reins, qui peuvent provoquer des lithiases, des pierres, des calculs, etc., etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est acidifiant? Ben, les viandes rouges, les charcuteries. Dans les protéines, c'est-à-dire dans la charcuterie, nous avons quoi? Des acides aminés. Ces excès d'acides aminés, certains vont être utilisés par l'organisme et tous ceux qui sont en excès vont être neutralisés et vont devoir être éliminés également. Les sucres blancs, les sucres raffinés vont être particulièrement acidifiants également. Et puis l'eau, bien sûr. Donc vous aviez les sels, vous avez les acides, et puis vous avez l'eau en excès qui doit être éliminée par le rein. Alors, l'eau est vitale. Le principal danger, c'est de ne pas boire assez et de déshydrater l'organisme. Donc si je ne bois pas assez, les reins vont souffrir parce qu'ils n'ont pas la quantité d'eau suffisante pour pouvoir éliminer les acides que l'organisme a produits et pour pouvoir éliminer les sels que l'organisme a produits. Donc j'ai besoin de boire suffisamment, mais si je bois trop, on peut avoir une toxicité également. Vous savez que lors de baptême, des étudiants ont obligé des bleus à boire des quantités d'eau trop importantes, entre 3 et 5 litres d'eau sur une même soirée, et vous avez une étudiante qui s'est retrouvée en coma. Et d'ailleurs, il y a un procès qui a eu lieu récemment en Belgique à ce propos. Donc, vous voyez, tout excès nuit et un excès d'eau également. Mais ce qu'il faut comprendre au niveau des eaux, c'est que nous ne sommes pas capables d'assimiler directement des minéraux du sol. C'est-à-dire que si je prends, j'ai besoin de calcium. Si je prends du calcaire, d'une roche calcaire, et que je la dissous avec de l'eau, ben ce calcium-là, je ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire que quand je bois l'eau du robinet, bien sûr, elle contient plein de calcaire, donc elle contient plein de calcium. Donc c'est super bon pour éviter l'ostéoporose. Ben non, parce que malheureusement, l'organisme ne peut pas utiliser le calcaire de l'eau du robinet. Ce calcaire-là, il est juste bon à boucher la cafetière, à boucher la bouilloire et à bloquer les reins, à se déposer dans les reins, à former des oxalates de calcium par exemple, et à former des pierres aux reins, des lithiases, etc. Nous avons besoin d'un calcium qui a été transformé par le monde végétal, un calcium qui a été métabolisé par les plantes. Le calcium qui nous vient des amandes, le calcium qui nous vient des fruits secs, est un calcium que nous allons pouvoir utiliser et métaboliser. Même chose pour le fer, etc. Si on a une carence en fer, on peut consommer des aliments riches en fer, comme des lentilles vertes par exemple, mais voilà.
le fer qui vient des clous rouillés, etc., on ne peut pas l'assimiler, on ne peut pas le digérer. Et donc, ces eaux que nous consommons, qui sont riches en calcium, en magnésium, etc., sont des eaux qui nous intoxiquent parce qu'elles nous apportent des minéraux que nous ne pouvons pas utiliser, qui vont se déposer dans nos articulations, qui vont se déposer dans les reins, qui vont encombrer, encrasser l'organisme et que nous ne pouvons pas utiliser. Donc, ça me hérisse les poils de voir toutes ces publicités stupides à la télévision qui nous vantent la concentration en magnésium de telle eau ou de telle autre eau, et notamment des vieilles publicités pour Contrexéville. C'est une des eaux les plus salées, et plus j'assimile du sel, plus j'ai besoin de retenir l'eau pour diluer ces sels. Donc peut-être que la moins bonne des eaux, si on veut faire un régime et perdre du poids, c'est probablement la Contrex. Parce que plus elle est salée, plus elle va provoquer des rétentions d'eau. Donc l'eau n'est intéressante que pour les minéraux qu'elle emporte, mais pas pour les minéraux qu'elle apporte. C'est fondamental. Une eau est nécessaire pour nous aider à emporter les déchets, à emporter nos déchets avec les urines. Et plus l'eau est chargée, moins elle va pouvoir emporter de choses. Donc elle va juste servir à éliminer les minéraux qu'elle a apportés. Donc elle ne sert à rien. Donc les meilleures eaux sont les eaux qui ont le moins de goût, les eaux qui sont les moins salées, les eaux qui sont peut-être les moins bonnes en termes de goût. Voilà, l'asparène n'a pas beaucoup de goût, la Volvic, certaines eaux, parce qu'elles contiennent peu de sel, ce sont les eaux qui sont les meilleures pour le système rénal. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer. Désolé si ça a été un petit peu long, mais ce sont vraiment des concepts majeurs pour la santé. Alors, les autres aliments acidifiants ne seront pas bons non plus, comme le vin blanc, bien sûr. Voilà. Écoutez, c'est complexe. La question des eaux dépasse largement le cadre du cours. Vous avez différents problèmes. Vous avez le problème du CO2, du réchauffement climatique, du transport des eaux, de la pollution des plastiques, du transport des bouteilles en verre, etc. Donc c'est sûr que d'un point de vue écologique, transporter des eaux, c'est quelque chose qui est embêtant. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les molécules d'eau, c'est un petit peu comme des pièces d'un Lego. C'est-à-dire qu'on considère que la molécule d'eau, vous connaissez que c'est H2O. Hein, donc c'est une molécule qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Et on considère que l'eau se limite à ça. Mais en fait, ces molécules d'H2O, elles vont former des structures en s'assemblant les unes par rapport aux autres. Pourquoi? C'est un petit peu compliqué, je n'ai pas de tableau devant moi, mais vous avez l'oxygène qui est d'un côté, qui est plutôt chargé d'un pôle négatif, et puis deux atomes d'hydrogène qui sont liés à cet oxygène et qui sont chargés de charges positives. Et donc, on va dire que cette molécule d'eau, elle est polaire, un petit peu comme un aimant, où vous avez une face qui attire un autre aimant et l'autre face qui repousse l'aimant. La molécule d'eau se comporte un petit peu comme ça. Donc, quand elle rencontre une autre molécule d'eau, ça ne va pas être neutre parce que elle va se positionner de telle sorte que le côté positif soit face au côté négatif de l'autre molécule, sinon ça va se repousser. Et donc ces molécules d'eau vont former des structures entre elles. Et c'est ce qui explique quelque chose qui est totalement controversé au niveau de la science, c'est ce que l'on appelle, ce que certains chercheurs ont appelé la mémoire de l'eau. Cette eau, pour certains chercheurs, garde dans sa structure, c'est-à-dire l'agencement des molécules entre elles,
la mémoire des substances avec lesquelles elle a été en contact. Voilà. Et, et ça peut s'objectiver, c'est-à-dire que quand on va mettre un sel dans l'eau, on a de l'eau salée et puis on va laisser l'eau s'évaporer et on va avoir les sels qui vont cristalliser. Ben, si l'eau a été chauffée au micro-ondes et que nous avons mis du sel dans l'eau, on peut dire que le micro-ondes a cassé un petit peu toutes les structures qu'il y avait entre les molécules de l'eau. Et donc le sel cristallise, mais en vrac, c'est-à-dire c'est totalement incohérent, ça n'a pas de forme, ça n'a pas de structure. Par contre, si dans l'eau, nous avons mis des plantes, un bouquet de fleurs par exemple, ben, le végétal a structuré les molécules d'eau. Je vous parlais de la mémoire de l'eau. Donc il y a eu un bouquet de roses dans l'eau. Et puis je récupère l'eau dans laquelle on a mis ce bouquet de roses, je vais mettre du sel, je vais laisser l'eau s'évaporer, le sel va de nouveau cristalliser, mais ça va former des images qui sont structurées géométriquement, généralement un petit peu comme les cristaux que vous pouvez observer dans la nature. Quand vous avez une pierre précieuse, une améthyste, que vous la cassez, une pierre creuse avec de l'améthyste à l'intérieur, ce qu'on appelle une géode, et que vous la coupez en deux, ben vous avez une structure magnifique à l'intérieur avec des cristaux qui sont harmonieux et qui se construisent en formant des structures qui sont basées sur ce qu'on appelle l'harmonie du nombre d'or. Voilà. Donc, ça nous donne quoi comme information? C'est que l'eau en elle-même contient une énergie, une mémoire qui a permis de structurer la cristallisation, la densification de ces cristaux. Tout ça s'est structuré sous l'action de force que l'eau a emmagasiné quand elle était en contact avec une autre substance. Voilà. Alors, il y a d'autres exemples, hein. Vous prenez l'eau à l'intérieur d'une cellule du foie et vous prenez l'eau à l'intérieur d'une cellule cancéreuse du foie. Ben, vous voyez que quand on structure, la structuration des sels quand ça cristallise est totalement différente. Et donc l'eau du robinet, si on tient compte de cette influence et de ce que l'eau contient, l'eau du robinet, c'est quoi? Ben, c'est parfois de l'eau de source dans le meilleur des cas, mais c'est aussi l'eau de la Sambre, l'eau des cours d'eau qui a été récupérée, qui a été filtrée, qui a été nettoyée et qui est recyclée, si vous voulez, qui a été purifiée. Donc, on va avoir ben, dans les cours d'eau qui ont été purifiés, cette eau qui a été en contact ben, avec nos toilettes, avec nos égouts, avec la pollution industrielle. Et dans les toilettes, ben, quand on urine tous les médicaments que l'on a pris. Donc on urine des antidépresseurs, on urine des antibiotiques, on urine des pilules contraceptives, etc. Et toutes ces molécules-là, on les retrouve dans l'eau. Et puis on va filtrer l'eau, mais l'eau garde en mémoire toutes ces substances, tous ces miasmes. Vous avez aussi, on peut pousser le raisonnement plus loin, je ne veux pas rentrer trop loin dans des considérations philosophiques, mais voilà, vous avez dans tous ces déchets humains qui sont rejetés dans l'eau, ben, tous les miasmes de l'humanité. Voilà. Et donc, il ne suffit pas de filtrer l'eau du robinet, il faut non seulement la débarrasser de tous ces toxiques, parce qu'aujourd'hui, les sociétés de l'eau sont contents quand il n'y a plus de substances toxiques, c'est-à-dire des métaux lourds, et quand il n'y a plus de bactéries. Alors on peut mettre du chlore, mais le chlore, il peut y avoir plein de calculs et les reins, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de bactéries, ils sont contents. Voilà, ils sont contents. L'eau est bonne, elle est potable. Elle est potable. Vous avez toutes les miasmes de l'humanité, vous avez des pilules contraceptives, vous avez des antibiotiques, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Donc il est nécessaire de la filtrer et je pense qu'un simple filtre Brita n'est pas suffisant.
Donc il est nécessaire de la filtrer, mais avec des mécanismes de filtration, d'osmose inverse, etc., qui sont vraiment très puissants pour la débarrasser de tous ces polluants. Mais on a une eau qui est morte. Or, l'eau, elle est censée nous apporter la vie. L'eau, elle véhicule des informations. Elle véhicule la roche. La roche, la terre, elle a passé 60 ans sous la terre avant de sortir d'une source. Donc une autre source nous apporte toute cette information de la terre, du schiste, du marbre. Elle a été filtrée, mais voilà, elle a été filtrée, elle était en contact avec les matériaux, elle était en contact avec toutes ces énergies, toutes les énergies telluriques dont nous avons besoin pour vivre. Et une autre source est riche en vie, elle est riche en informations que nous n'avons pas dans une eau du robinet qui a été filtrée. Donc il est nécessaire de réinformer et de redynamiser l'eau qui a été filtrée. Et comment ça peut se faire? Ben, ça peut se faire par la lumière du soleil, ça peut se faire par le mouvement et notamment ce qu'on appelle les vortex. Donc quand vous créez un tourbillon, ce que l'on appelle un vortex, le tourbillon que vous avez quand vous videz la baignoire, par exemple, il y a un tourbillon qui se forme dans la baignoire, ben, il faut créer un tourbillon comme ça dans l'eau du robinet que vous avez filtré pour la redynamiser et pour lui redonner un petit peu des informations vitales qui vont pouvoir stimuler notre capacité vitale. Voilà. Donc, c'est terriblement complexe. Et je vous dis, même moi à la maison, on a du mal. On utilise de l'eau filtrée. De l'eau filtrée. Vous pouvez réinformer l'eau également avec la musique classique. La lumière du soleil, la musique classique, parfois des pierres précieuses ou un quartz dans le récipient du filtre Brita. Par exemple, c'est quelque chose qui permet de redynamiser, de réinformer l'eau que vous avez filtrée. Et puis on utilise également des eaux de source en bouteille en verre. C'est pas top pour la nature, j'en conviens, mais c'est une solution peut-être un peu moins pire que les plastiques entre autres. Voilà, donc je vais avancer un petit peu dans la matière si vous le voulez bien. À côté de ça, nous avons les plantes qui vont favoriser la filtration rénale. Ce sont la famille des ombellifères. Donc vous avez toutes les plantes comme l'oignon, l'ail, le poireau, les carottes, toutes ces plantes de la famille des ombellifères, le céleri, ce sont des plantes qui sont très bénéfiques, la coriandre et autres sont très bénéfiques pour le système rénal. De nombreuses racines comme le navet entre autres, les radis, voilà. Voilà principalement les aliments à privilégier. Les asperges aussi, vous savez que les asperges vont parfumer les urines, hein, c'est bien connu. Alors en tisane et en infusion, ben, vous avez des tisanes qui sont agréables au niveau du goût, comme les queues de cerise et la feuille de cassis, ce sont la bruyère, ce sont des tisanes qui sont très intéressantes pour stimuler la filtration rénale. Le pissenlit également. Le pissenlit qui tient son nom hein, justement de ses propriétés diurétiques, hein, pissenlit, pissolit. La reine des prés, très agréable également en termes d'odeur, puisque vous avez des molécules de vanilline dans la fleur de reine des prés. Donc c'est une tisane qui sera tout à fait agréable à boire également et qui est un grand stimulant, un grand dépuratif qui va permettre d'éliminer au niveau du rein un petit peu ce que l'on élimine quand on fait une fièvre. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on élimine et quand on stimule cette filtration rénale, ben, on a drainé l'organisme et parfois la fièvre n'est plus nécessaire. Donc on va moins être sujet aux infections et ça va renforcer l'immunité. Parce que quand l'organisme est encrassé et qu'il ne parvient plus à s'en sortir, qu'il ne parvient plus à éliminer les toxines, il va être permissif, il va tolérer le virus. Pourquoi? Parce que le virus va permettre de déclencher la fièvre qui va permettre d'éliminer tous ces déchets, ces toxines, parce que ça va mettre tout le système en marche. Vous voyez un petit peu l'odeur et la couleur des urines quand vous faites une grosse fièvre, par exemple.
Alors, jetons un petit coup d'œil pour terminer aux différentes plantes aux différentes huiles essentielles qui vont être importantes pour la filtration rénale. Tout d'abord, la première huile essentielle, Juniperus communis B, dans vos notes de cours, donc à la page 19, c'est la baie de genévrier, bien sûr. C'est une huile essentielle très proche du cyprès. C'est vraiment la même famille. Le genévrier, c'est une cupressacée comme le cyprès. Voilà. Ça va permettre d'éliminer des acides. La baie de genévrier, la transpiration est piquante, quand la transpiration est odorante, quand la transpiration est acide. Et la baie de genévrier est ce que l'on appelle un antilithiasique, c'est-à-dire que si j'ai fait des pierres au rein, c'est terriblement douloureux, on va essayer de prévenir des nouvelles crises de lithiase, et donc certaines huiles essentielles, 2 ou 3 cures par an, vont nous aider à éliminer les sels, les acides et éviter d'avoir de nouvelles crises de pierre au rein, de lithiase, bien sûr. Donc voilà l'intérêt majeur de la baie de genévrier. Est-ce que, oui, probablement que pour répondre à Marjorie, probablement que la baie de genévrier peut être utile quand on fait ce que l'on appelle des ostéophytes, c'est-à-dire des calcifications des articulations et des articulations qui se déforment avec une nouvelle formation osseuse, notamment le rhumatisme articulaire déformant. Souvent, c'est le cartilage, hein. Mais vous avez aussi des becs d'os qui vont venir se former au niveau de l'articulation et qui vont empêcher la souplesse articulaire au niveau de la hanche, au niveau du genou. On a ces fameux ostéophytes. Ensuite, vous avez 2 plantes de la même famille, Apium graveolens, c'est le céleri, et l'Ivesticum officinale, c'est la livèche qui est au jardin, ce qu'on appelle le céleri perpétuel ou le céleri sauvage. Voilà. Ces 2 grandes plantes vont vraiment colorer l'urine du matin et montrer une très grande stimulation de la filtration rénale. Ce sont vraiment les éboueurs de l'organisme. Vous prenez 2 gouttes de livèche un jour, le lendemain matin, vous avez les urines du matin qui sont fort colorées, qui sont brunes, comme si on avait eu de la fièvre. C'est vraiment voilà, une action de d'épuration, ce sont vraiment les éboueurs de l'organisme. C'est assez puissant, hein, c'est assez violent, donc il ne faut pas en prendre trop parce que ça fatigue le rein. Si on stimule le rein, c'est bien, mais on le fatigue aussi. Donc il y a ce risque de dépasser l'effet escompté et d'irriter le rein parce qu'on l'a trop stimulé. Donc plus doux, vous avez l'aneth. Anetum graveolens, faites très attention. Faites très attention, la plupart des anétomes graveolens que vous allez trouver sur le marché sont des huiles essentielles de semences et non sur le rein. Ce sont des huiles essentielles qui sont plutôt œstrogéniques, qui vont plutôt agir sur le système génital. Mais l'aneth qui est utile pour la détoxification du foie et du rein, c'est l'aneth plante entière. Donc cette aneth plante entière est un dépuratif du rein. D'ailleurs, ça parfume les urines. Si vous prenez un peu d'huile essentielle d'aneth, vous allez avoir la laine qui sent un petit peu l'aneth, mais les urines également. Les urines vont sentir l'aneth. Voilà. Donc cette aneth permet de stimuler les reins d'une façon beaucoup plus gentille, beaucoup plus douce qu'avec la livèche ou le céleri. Ocimum basilicum, le basilic, il y a beaucoup de basilic, hein, donc c'est celui qu'on étudie cette année au cours. C'est un basilic qu'on pourrait appeler vulgairement tropical, bien que ça ne veut pas dire grand-chose. On peut cultiver n'importe quoi dans les tropiques, hein, mais ce basilic tropical est un basilic que l'on appelle à méthylchavicol. Parfois, vous allez trouver basilic ou Ocimum basilicum MC. MC, ce sont les initiales de méthylchavicol. L'autre nom du méthylchavicol, voilà,
C'est l'estragol. Pourquoi? Ben parce que l'estragol, c'est une molécule qu'on retrouve aussi dans l'estragon. Ce basilic-là, il permet vraiment d'agir sur les problèmes circulatoires, les problèmes de congestion. Et donc, parfois, on a le système circulatoire qui est bloqué, on a les urines qui sont bloquées, et comme l'entrave à la circulation sanguine entrave également la dépuration au niveau rénal. Donc le basilic, il permet de relâcher, si vous voulez, tout ce qui est contracté dans l'organisme, qui empêche que ça circule, qui empêche que ça draine, que ça élimine. Ça, c'est vraiment l'action du basilic. Imaginez, je suis en train d'expulser des petits cristaux et c'est terriblement douloureux. J'ai vraiment des violentes douleurs de pierre au rein. Le basilic relâche les muscles et donc cette urtère va se relâcher. Ça permet de se dilater. Et comme les musculatures lisses se relâchent, ben les cristaux peuvent passer sans blesser. Donc le basilic, c'est un antidouleur et c'est un décontracturant de toutes les musculatures lisses pour permettre l'écoulement des liquides, pour permettre l'écoulement des cristaux. Voilà un petit peu l'action d'Ocimum basilicum. Alors le romarin 1,8-cinéole, lui, il va vraiment tonifier la microcirculation. Vous avez ces fameuses petites unités de filtration qu'on appelait les néphrons. Ben les néphrons ne peuvent fonctionner que parce qu'il y a des fins capillaires autour d'une anse. Donc si vous voulez, vous avez quelque chose comme ceci, on appelle ça l'anse de Henle, et puis vous avez des petits capillaires tout autour de l'anse de Henle. Et le romarin 8-cinéole, il va permettre aux petits capillaires que ça circule mieux. Donc il permet au sang de bien ces petits capillaires, et donc il favorise vraiment la microcirculation dans le rein, et il favorise vraiment la filtration, la microfiltration au niveau rénal. Voilà. Et puis une huile essentielle remarquable également, c'est la verveine. Cette verveine est interdite en usage externe. C'est rare, hein? D'habitude, on ne peut pas prendre les huiles essentielles par voie orale parce qu'elles ne sont pas compléments alimentaires. Par contre, on peut les mettre sur la peau. La verveine, c'est une des rares huiles essentielles qui est interdite en cosmétique sur la peau. Avant qu'elle ne soit interdite, nous, on l'a beaucoup utilisée dans des cosmétiques et ça sent super bon. C'est vraiment une huile essentielle remarquable, mais elle est potentiellement allergisante, elle est plus photosensibilisante que la bergamote. Voilà un petit peu pour cette verveine odorante. Et donc, cette verveine odorante par voie orale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va principalement être anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment une huile essentielle de néphrite. C'est une huile essentielle d'inflammation du rein. Et c'est une huile essentielle qui est antilithiasique. Donc, c'est le complément idéal de la baie de genévrier. Pourquoi idéal? Ce n'est pas du tout le même mécanisme d'action. Ce ne sont pas du tout les mêmes molécules. La verveine, ce sont des aldéhydes. La baie de genévrier sont des monoterpènes. Et donc, c'est très complémentaire parce que c'est une activité pharmacologique différente. Voilà. Donc, très bel anti-inflammatoire rénal. Ça permet d'éviter les lithiases. Et si les lithiases sont là, ça diminue la douleur. Donc, pour les douleurs de la lithiase rénale, basilic et verveine. Ça, c'est l'association par voie orale antidouleur. Et pour prévenir les lithiases, la baie de genévrier et la verveine. Voilà. Voilà un petit peu ce que l'on peut vous conseiller pour les insuffisances rénales. Soyez prudents malgré tout quand il y a une insuffisance sévère. Hein. Donc, on ne va pas exciter, stimuler un organe qui est épuisé et fragilisé. Sinon, voilà. Quand vous ne le, voilà, quand un organe est épuisé, il faut éviter de le fatiguer encore plus en le stimulant trop. Donc, il faudra plutôt le soulager que de l'exciter. Donc, il vaut mieux diminuer les apports de sel, il vaut mieux traiter, on en revient à notre système modèle. Hein. C'est vraiment tout le chapitre
de l'anatomie que nous sommes en train de voir, c'est fondamental. Donc si la personne souffre des reins et au bord de la dialyse ou bien de la faillite des reins, ben, d'abord maîtriser l'assimilation. Plus d'intoxication, plus d'acide, diminuer les quantités de sel, boire suffisamment d'eau, une eau moins minéralisée, etc. Favoriser, diminuer les viandes, favoriser les aliments et les légumes qui vont permettre de stimuler cette filtration rénale, ou en tout cas de la soulager. Voyez. Donc on soulage le rein, on lui donne moins de travail. Comme ça, il peut récupérer, se reconstruire, se reconstituer, etc. Voilà. Mais on ne va pas continuer à consommer à outrance des sels, de la viande, une alimentation acidifiante, être exposé au stress, etc. Et puis stimuler avec des huiles essentielles un rein qui est déjà épuisé et au bord de la faillite. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Voilà. Alors, on a un gros chapitre qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de ne pas hésiter à intervenir. Pourquoi? Ben parce que le chapitre d'aujourd'hui, ce n'est pas de la matière à retenir, c'est une matière à comprendre. Et cette matière à comprendre, c'est l'art, le ressenti du juste dosage. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui comment doser les huiles essentielles, comment les utiliser en toute sécurité. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit se ressentir, se comprendre, s'intégrer. Et c'est pour ça que je vais vous demander de réagir, si vous ne comprenez pas, si c'est pas clair, de poser vos questions, etc. Parce que cette matière, elle doit être bien comprise et bien intégrée. Alors, je vais vous présenter un petit diaporama. Parce que avant de rentrer dans le vif du sujet des posologies, il faut comprendre comment l'huile essentielle agit, comment elle fonctionne, parce que en fonction de ce que nous allons rechercher comme activité, les dosages vont être tout à fait différents. On va utiliser des dosages différents en fonction des mécanismes d'action que l'on recherche dans l'huile essentielle. Et puis, quand je vais vous donner des points de repère, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les dosages maximum, c'est-à-dire les dosages à ne pas dépasser. Et ce ne sont pas les dosages habituels. On ne va pas chaque fois prendre le maximum. Si une goutte suffit, pourquoi en prendre 3? Donc ce n'est pas parce que le maximum c'est 3 que je vais prendre 3. Je vais commencer par une. Si ça me suffit, ben pourquoi prendre 2? Vous comprenez? Donc, ne prenez pas au pied de la lettre les dosages que nous allons voir ici. Si vous voulez considérer ça comme une ligne rouge, une ligne à ne pas dépasser pour travailler en toute sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'il faut chaque fois aller au maximum. Hein, on peut aller courir un petit peu pour entretenir la forme, mais ce n'est pas parce que vous courez un petit peu que vous êtes obligé de donner le maximum et de donner 100% de ce que vous pouvez faire et d'aller jusqu'à l'épuisement et jusqu'à vos limites. Ben, c'est la même chose avec les huiles essentielles. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous. Donc, je vais préparer un petit diaporama. Que je vais partager. Voilà. Donc, je vous partage ici une première diapositive qui essaye de comprendre comment fonctionnent les substances et les principes actifs. Alors, il y a 3 grands mécanismes d'activité. C'est pas
les mécanismes d'activité, ils font appel à des lois de la nature, si vous voulez. Et vous avez la première loi de la nature, c'est la loi des contraires ou des semblables. Et puis, il y a une deuxième loi qui est une action directe et une action indirecte. Et puis après, on verra les différents niveaux d'activité. Donc, l'huile essentielle peut agir par la chimie des molécules qu'elle contient, mais elle peut aussi agir par l'influence que l'odeur peut avoir sur notre émotionnel, par exemple, ou sur nos pensées. Alors, tout d'abord, la loi des contraires et la loi des semblables. Tout d'abord, la loi des contraires est la loi de la pharmacie actuelle, de la pharmacologie et de la médecine actuelle. C'est une loi de compensation. C'est-à-dire que si je me retrouve avec un symptôme qui est violent, qui est désagréable, je vais essayer de le limiter. C'est-à-dire que je me suis frappé sur le doigt avec un marteau, je ressens une violente douleur, je vais prendre un antidouleur. Ça n'a pas agi sur le marteau, ça n'a pas agi sur la blessure, ça agit juste sur le symptôme. Voilà. Ça n'agit pas sur la concentration, sur l'attentif, pourquoi j'ai frappé sur le doigt et pas sur le clou, etc., etc. Ça n'agit pas sur ma fatigue, ça n'agit pas sur ma coordination de mouvement, ça agit juste sur la conséquence, sur le symptôme. Ça, c'est la démarche intellectuelle, logique de la médecine. J'ai une infection et l'infection montre un microbe. Et donc, puisqu'il y a un microbe et des symptômes, c'est que les symptômes sont dus au microbe, donc je vais donner quelque chose, un remède qui tue le microbe, qui tue la vie du microbe, et donc un antibiotique, c'est un médicament qui s'oppose à la vie de la bactérie, par exemple. La bactérie, c'est une cellule, et nous sommes composés de cellules aussi. Donc, ce qui tue la cellule de la bactérie, vous comprenez, va nuire également à nos cellules et à nos cellules humaines. Donc, il faut que ces substances soient dosées suffisamment peu pour être toxiques pour la cellule de la bactérie, mais ne pas être mortelles pour la cellule humaine. Voilà. Et ça fait appel à une loi de quantité. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du doigt écrasé par le marteau, la douleur est violente. Si je prends un centième d'aspirine ou d'Afalgan, j'aurai toujours mal. Donc il faut une quantité suffisante de substance pour pouvoir avoir cet effet pharmacologique, cet effet antidouleur. Même chose avec l'antibiotique, si je ne prends pas assez, les bactéries vont continuer à se développer. Voilà. Donc plus les symptômes vont être importants ou intenses, plus la quantité de substances va devoir être importante. Donc plus la douleur est importante, plus l'infection est importante, plus on va prendre d'Afalgan, plus on va prendre d'antibiotiques. C'est un principe dit d'autorité, c'est-à-dire que c'est un principe contraignant. C'est-à-dire que la cause de la douleur est toujours présente, mais son ressenti n'est plus là. Pourquoi? Parce que j'ai interféré, j'ai neutralisé d'autorité chimiquement, j'ai neutralisé les mécanismes de perception de la douleur. Voilà. Et ça peut provoquer un état de dépendance, puisque voilà, l'organisme, si on fait le travail à sa place, si vous avez tué le germe avec un antibiotique à la place de l'organisme, mais l'organisme n'a pas fait le travail. Et donc vous faites ça une fois, deux fois, trois fois,
Et donc l'organisme, il perd de plus en plus sa capacité à se défendre. Et donc on en arrive à avoir une médecine qui est immunodépressive, qui provoque une diminution de l'immunité. Pourquoi? Ben parce qu'elle est palliative, elle fait le travail à la place de l'organisme. Donc l'organisme perd un petit peu en capacité à se défendre et donc devient de plus en plus dépendant de l'antibiothérapie quand il est face à un épisode infectieux, par exemple. Alors, c'est extrêmement utile dans le cas où le symptôme est tel que, au lieu d'être la solution, il devient le problème. C'est-à-dire que vous comprenez très bien l'intérêt de la douleur. Si je fais une marche le week-end dans le bois et que j'ai des chaussures qui sont inadaptées, je vais avoir mal aux pieds. Et cette douleur m'avertit que la chaussure n'est pas adaptée et que si je continue à marcher comme ça, je vais me retrouver avec une tendinite au tendon d'Achille, je vais me retrouver avec des cloches, etc., etc. Donc la douleur est un mécanisme qui est nécessaire et qui permet de protéger l'organisme. Mais à un certain moment, la douleur peut être tellement violente qu'elle peut provoquer le coma, elle peut provoquer, mettre en péril la survie de l'organisme. Et dans ce cas-là, il faut que ce symptôme qui était nécessaire et efficace soit maîtrisé. Et dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, on a besoin d'utiliser la loi des contraires. C'est la loi donc de l'allopathie. La deuxième loi est la loi des semblables. Donc la loi des semblables est une loi que l'on retrouve en homéopathie. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous épluchez des oignons pour faire une soupe à l'oignon, à un certain moment, vous avez les yeux qui pleurent, qui larment, plus rien, vous avez le nez qui coule, vous êtes obligé de vous interrompre pour pouvoir vous moucher. Parfois, quand on est en contact avec des pollens et qu'on est allergique au pollen, on va avoir les yeux qui pleurent, on va avoir le nez qui coule, etc., comme si on épluchait des oignons. Ben, en homéopathie, on va diluer la substance qui provoque le mal-être et hyper diluer, cette substance guérit les symptômes qu'elle ne provoque à dose plus importante. Et donc, on va prescrire en homéopathie l'oignon, Allium cepa, pour traiter justement les symptômes de l'allergie qui ressemblent aux symptômes de ceux qui sont provoqués par l'oignon. Voilà. Donc ça, c'est la loi des semblables. Et la loi des semblables, elle tient compte de c'est-à-dire que si je mange un peu trop de soupe à l'oignon, je vais avoir de la diarrhée. Vous voyez, et en même temps, je vais avoir, au moment où je l'épluche, les yeux qui coulent, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, etc., etc. Donc, cette loi des semblables ne tient plus compte d'un symptôme isolé, mais doit prendre en compte la totalité de la symptomatologie et du tableau clinique. C'est une approche synthétique, c'est-à-dire qu'au niveau des huiles essentielles, quand on choisit une huile essentielle pour une infection, on va plus choisir une huile essentielle à phénol pour traiter simplement le microbe que j'ai dans la gorge, mais je vais regarder quels sont les autres symptômes, les symptômes intestinaux, les symptômes génito-urinaires, le caractère, le tempérament, la tension artérielle, les maux de dos, etc., etc. Et je vais choisir parmi toutes mes huiles essentielles à phénol celle qui prend en compte tout le tableau clinique, l'ensemble des symptômes, et pas uniquement le microbe qui se trouve dans la gorge. Et à ce moment-là, j'utilise la loi des semblables et non plus la loi des contraires. Je vais synthétiser l'ensemble du tableau clinique, c'est-à-dire l'ensemble des symptômes, pour choisir l'huile essentielle qui correspond le mieux, l'huile essentielle qui est semblable, qui est similaire à la personne. Et donc, la grande différence, c'est que dans le premier cas, la loi des contraires, j'ai un microbe dans la gorge, donc je vais prendre l'huile essentielle qui tue les microbes de la gorge. C'est l'huile essentielle des contraires. Et donc, je vais prendre l'huile essentielle qui est la plus efficace dans les prouvettes, dans les boîtes de pétri.
Et peut-être que l'huile essentielle la plus efficace, c'est l'Origanum compactum. Parce que dans une boîte de pétri, c'est l'huile essentielle qui tue le plus vite le germe. Quand j'utilise la loi des semblables, ben, je ne m'intéresse pas au germe qu'il y a dans la gorge. Je m'intéresse à une personne. Pourquoi a-t-elle une angine? Pourquoi a-t-elle mal la gorge? Pourquoi est-elle aphone? Ben, peut-être qu'elle vit, elle a peut-être une chute immunitaire parce qu'elle vit des choses désagréables au bureau. Il y a des choses qui l'ont profondément choquée, mais comme il y a une hiérarchie, etc., elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas le dire. Et donc, ça lui est resté en travers de la gorge. Et donc, ce qu'elle n'a pas pu le dire, elle a dû se taire. Et le corps l'exprime. Et donc, maintenant, elle ne peut plus parler. Elle est aphone, elle peut plus s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est un individu qui a toute une histoire. Et cette angine, ce mal de gorge, cette aphonie s'inscrit dans l'histoire de la personne. Et donc, je vais prendre en compte une huile essentielle qui correspond idéalement à la totalité de ces symptômes. Voilà. Donc, on ne prend pas en compte uniquement le microbe, on va prendre en compte la personne dans toute sa biologie, son écologie intestinale, son transit, son immunité et aussi son vécu psychospirituel. C'est ce qu'on expliquait avec le vécu professionnel au boulot, par exemple. Voilà, voilà un petit peu ces deux grandes lois. La loi de l'allopathie, de la médecine classique, et la loi de l'homéopathie, la loi des semblables. La deuxième chose, c'est que c'est une deuxième façon d'expliquer un petit peu le même phénomène. L'action directe correspond à la loi des semblables, pardon, à la loi des contraires. Pourquoi? Parce que vous avez un microbe et vous prenez une huile essentielle qui est antiseptique, vous allez tuer le microbe. Et donc, cette action, elle est obligatoire. Parce que dans la boîte de pétri, il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas de malade, il n'y a pas de patient. Vous mettez Organum compactum sur le streptocoque de l'angine, le streptocoque de l'angine meurt. Donc, quand vous mettez de l'Organum compactum dans la gorge, ça assainit la gorge, ça tue les streptocoques, c'est obligatoire. Voilà. Donc, et cette action obligatoire, elle peut être soit chimique, c'est ce que l'on appelle ici dans le pharmacologique, hein, dans le diaporama, pardon. Mais elle peut être également olfactive, c'est-à-dire que vous avez des odeurs qui sont stimulantes. N'importe qui a l'odeur de menthe est stimulé par l'odeur de menthe, parce que c'est sa nature même, c'est son action olfactive. Mais il y a d'autres réactions à la menthe qui peuvent être totalement indépendantes de l'odeur de menthe et qui va dépendre d'autre chose, c'est l'action indirecte. Donc, il y a l'action directe obligatoire, qui est la même pour tout le monde, et puis il y a une action indirecte. Cette action indirecte, elle dépend non pas de la substance, mais elle dépend de moi. Imaginez que je sois allergique à l'huile essentielle d'origan. L'huile essentielle d'origan va tuer le streptocoque, c'est l'action obligatoire directe. Et puis moi, je vais me mettre à avoir des chatouillements dans la gorge. Mais personne d'autre n'a ça. C'est lié à mon terrain. C'est une action qui est indirecte. C'est indépendant de l'huile essentielle. Ça dépend de ma sensibilité à moi, de mon organisme par rapport à cette substance. Voyez? Donc, quand je prends une huile essentielle de thym thymol pour assainir la gorge, il y a l'action antiseptique qui est obligatoire, mais peut-être que le thym thymol va me permettre de moins rêver et de me remettre les pieds sur terre. Peut-être que j'étais complètement dans mon imaginaire, dans mon trip, si vous voulez. Et puis, peut-être que cette huile essentielle de thym thymol va m'aider à me recentrer sur moi-même, à être plus concret, à moins m'illusionner, à moins m'égarer, à moins me perdre.
Peut-être que sous l'influence de cet intimol, je vais peut-être arrêter de courir après des chimères ou des rêves. Je vais peut-être arrêter au loto, à l'euro-million, ou que sais-je. Vous voyez? Donc, cette action que le intimol va provoquer, elle dépend de moi et elle m'est propre. Donc, c'est l'action indirecte de cette substance. Ce sont des lois de la vie, hein. Donc, on ne parle pas d'huile essentielle, on parle des lois de l'existence et des lois de la médecine en règle générale. C'est la même chose pour l'aspirine. Je prends une aspirine, ça calme les inflammations et par exemple un certain type de mal de tête ou de névralgie. C'est obligé. Hein, c'est obligé. Pourquoi? Ben parce que ça met en œuvre, si la douleur met en œuvre certaines prostaglandines, comme l'aspirine agit sur cette prostaglandine-là, ça neutralise la perception de l'odeur. C'est obligatoire chez tout le monde. Ça ne demande pas d'y croire, de ne pas y croire, c'est mécanique, c'est chimique, c'est obligatoire. Maintenant, si ça me provoque de l'acidité à l'estomac, ben, ce n'est pas obligatoire. Ça dépend de moi, ça dépend de mon système nerveux, ça dépend de mon acidité, ça dépend de ma digestion. Et si je fais un œdème de Coinx, si je dois aller à l'hôpital parce que j'ai fait une réaction allergique, ben, ce n'est pas obligatoire. Ça n'arrive pas à tout le monde, ça dépend de moi. Ça, c'est l'action indirecte. Vous voyez? Voilà, ça c'est un petit peu ce que l'on peut dire sur ces différentes actions directes et indirectes. Voilà. Imaginons, je vais prendre encore un exemple qui est très intéressant parce qu'on a parlé beaucoup de chimie, mais je vais parler de l'olfaction. L'amande poivrée, par exemple. On va prendre, on va raconter une histoire. La menthe, on a vu que son odeur était stimulante et ça aide à rester éveillé au volant. Donc on va respirer l'odeur de menthe et on est un petit peu somnolent, ça nous stimule, on est défatigué et on est beaucoup moins somnolent. Ça, c'est une réaction qui est propre à tout le monde. Maintenant, imaginons que j'ai vécu quelque chose de terriblement stressant. J'ai eu peur de mourir ou j'ai vécu une très grande angoisse. Et à ce moment-là, il y avait une odeur de menthe dans l'environnement. Un bête exemple, pendant la grossesse de mes parents, de ma mère, ma maman a vécu un accident de la route avec un gros stress, grosse émotion, etc. Et moi, j'ai vécu in utero toute l'émotion maternelle. Voilà. Peut-être que la maman est tombée en syncope et que dans l'entourage, à ce moment-là, l'essence de menthe est connue pour les syncopes. Donc, j'ai peut-être inconsciemment lié l'odeur de menthe utilisée lors de cet accident avec le traumatisme psychologique qui a été vécu. Et chaque fois que mon cerveau va ressentir l'odeur de menthe, ben, l'émotion de ce traumatisme va remonter à la surface. Et donc, vous avez l'odeur de menthe qui va obligatoirement me stimuler, et puis l'odeur de menthe qui va faire remonter inconsciemment une angoisse, je ne sais pas d'où elle vient, parce que j'étais peut-être même pas au courant et j'ai peut-être même pas l'information de cet accident vécu et de cette syncope vécue par la mère, mais je ressens, sans pouvoir l'expliquer, une angoisse chaque fois que je sens l'odeur de menthe. Et ça m'est propre. C'est l'action indirecte. Voilà. Vous avez ça avec un enfant, vous avez un enfant qui fait une très grosse chute, il est tombé sur la tête, il a une grosse bosse, vous avez mis un peu d'huile essentielle d'hélicris sur la bosse,
Et puis l'enfant va, chaque fois qu'il va sentir l'odeur d'hélicryse, se rappeler la grosse chute, la grosse émotion, la peur panique des parents, peut-être qu'on a appelé l'ambulance, peut-être que l'enfant était à l'hôpital, qu'il a passé une radiographie pour voir s'il n'a pas une fracture du crâne, etc. Et donc toute cette angoisse, toute cette émotion va remonter à la surface chaque fois que l'enfant va ressentir cette odeur d'hélicryse. Est-ce que voilà, je vais faire une petite pause maintenant. Il me reste un dernier point, si vous n'avez pas de questions, hein, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je voudrais que ce soit clair. Il reste à évoquer avec vous les différents niveaux d'activité de vie essentielle entre la chimie, l'odeur, l'information. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet et on voit les posologies pour les différentes voies, par voie orale, par voie cutanée, en diffuseur, en suppositoire, en gélule, etc., etc. Voilà. Donc je regarde s'il y a une ou autre question pour y répondre. Voilà. Donc je vous remercie, je vais couper un petit peu la caméra, le son. On va reprendre, il est 25, donc on va reprendre à 10h40 si vous le voulez bien. Donc je rebrancherai la caméra et le son quelques minutes avant de reprendre le cours. Voilà. À tout de suite.